Bonjour monsieur Robert Guédillon. Donc nous sommes des élèves en spécialité CAV au lycée le gymnase Jean Sturm. Oui. Et donc nous allons vous interviewer sur votre dernier film donc, qui va bientôt sortir. Est-ce que vous pouvez nous décrire le film en seulement 3 mots? Non. Non, en 3 mots c'est très difficile. C'est difficile. Le titre en fait et déjà une description du film, c'est-à-dire la pie voleuse, ça fait 3 mots. Donc on peut penser à partir de là qu'il s'agit d'un personnage féminin, attiré quand même par tout ce qui brille, comme une pie, et qui vole. Enfin après c'est vrai que qui est le vol, comment, pourquoi, etc. C'est des questions auxquelles répond le film. Est-ce que vous avez un personnage préféré que vous affectionnez particulièrement? En général, je fais des films où j'aime tous les personnages. Mais pas tous les films sont comme ça, mais les miens, oui. Moi, j'ai du mal à filmer des personnages que je n'aime pas. Voilà. Donc, si vous voulez, quand je définis des choses, des mauvaises choses, des méchantes gens dans un film, j'essaie de ne pas les montrer. J'en parle, mais je ne les montre pas forcément. Si je veux dessiner des méchants patrons, je veux désigner des tortionnaires. Je crois en plus qu'il ne faut pas les montrer au cinéma. Parce que si on les montre, forcément, le piège du cinéma, c'est qu'on s'attache à eux. Montrer quelqu'un, c'est toujours l'humaniser. Et je ne veux pas humaniser des gens qui sont des sales types. Donc j'ai choisi de ne filmer que des gens que j'aime. Mais vos personnages, ils ont quand même des parts d'ombre, la plupart d'entre eux. Ah bien sûr. Non mais c'est des parts d'ombre qu'on peut accepter. C'est-à-dire c'est pas des choses horribles, si vous voulez. Voilà, c'est pas... Pour ça je dis tortionnaire, bon. Je veux dire, c'est pas des tueurs, c'est des gens... Oui. Évidemment, la complexité de chacun, c'est autre chose. Qu'on ait tous des défauts, et que les films montrent nos défauts, c'est plutôt normal, ça. Il faut même montrer, je pense que personne n'est infaillible. Tous vos personnages ont une part d'ombre et ils sont des personnages assez complexes. Comment on fait pour écrire des personnages aussi nuancés? Je crois qu'il faut, tout simplement regarder autour de soi et on s'aperçoit que les amis qu'on a, la famille qu'on a, nos parents, je veux dire, ce sont des gens qui ont fait des choses parfois difficiles dans leur vie, des choses injustes. Il suffit de penser à ça quand on construit un personnage. Je crois que c'est toujours bien en temps de montrer que des personnages ont des défauts. C'est toujours intéressant. Parce que même pour valoriser leur qualité, c'est bien de montrer que ce ne sont pas des êtres purs. La pureté n'existe pas. En fait. Dans quelle mesure La Pie voleuse est un film sur le couple? Parce qu'on croise plein de couples d'âges différents, avec des problématiques plus ou moins différentes. C'est un film qui a traversé l'histoire d'amour, en fait. Donc, mais multiples et variés. Chez des gens très âgés, chez des gens beaucoup plus jeunes, chez des gens d'âge moyen, voilà. Donc tout ça se passe sur un film sur la circulation de sentiments amoureux et de sentiments aussi liés à la nécessité de vivre, donc de manger, de se nourrir, d'avoir une maison, etc. etc. Donc c'est lié d'envoyer éventuellement son petit-fils faire des études de piano, ce qui n'est pas évident, parce que c'est cher, parce que voilà. Il me semble que raconter des couples, en fait, c'est indispensable. Je dirais que sans histoire d'amour, il n'y a pas de film, quoi. Est-ce que vous connaissez un seul film où il n'y a pas une histoire d'amour? On se heurte forcément à la réalité des individus. Dans la réalité des individus, il y a des histoires d'amour, toujours. J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls. C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup. Pourquoi filmer Marseille? Pour quelle raison? Oui. Non, ça c'est, si vous voulez, d'abord, comme vous pouvez l'entendre, en fait, je suis né à Marseille, et j'y ai pas toujours vécu du tout, je vis à Paris depuis longtemps, mais j'ai grandi là-bas, donc je suis très attaché à cette ville, comme le lieu de mes origines, voilà. Et si vous voulez, donc je me sens mieux, en fait, pour tourner. Je suis presque légitime, j'allais dire. Vous savez, se tourner, c'est toujours un peu... se mettre dans la rue et filmer, c'est quand même voler un petit peu le réel. Hein. Il y a une histoire de captation, il y a un truc rapace, enfin, une rapacité des films. Bon, là je me dis que si je tourne chez moi, je me vole moi-même en fait, donc c'est déjà plus... Donc je me sens mieux, j'allais dire moralement parlant. L'autre chose aussi, c'est que je crois que l'humanité est la même partout. Donc je pense qu'il faut montrer que dans chaque endroit du monde, on peut raconter toutes les histoires du monde. Si vous voulez, la forme change, mais le fond ne change pas. C'est-à-dire que toutes les histoires que je tourne à Marseille, on pourrait prendre des scénarios sans changer une virgule et les tourner ailleurs qu'à Marseille. Donc les récits ne bougent pas. Simplement le fait que ce soit à Marseille donne évidemment la couleur, le soleil, l'ombre, évidemment la végétation, les toits, etc., les matériaux, le réel, donc la forme, je l'ai dit en plus, que
que le fond. Quelle est la place, en quelque sorte, de la folie dans le film? Parce qu'on voit des folies financières, des folies aussi pathologiques, des folies amoureuses, donc pourquoi une place si importante? Ah, c'est intéressant de me demander ça, parce qu'en fait, il y a le personnage lui-même dit, mais peut-être, je pense à des tas de choses qui viennent se télescoper, et si je ne me retenais pas, si j'arrivais pas à trier, je veux dire, je serais folle peut-être. Et elle dit, c'est peut-être ça la folie. Et c'est vrai, c'est peut-être ça la folie. Donc je pense qu'on est tous un peu fous. Mais ça, on le sait depuis... Bon, d'abord, on le sait depuis la nuit des temps, depuis les auteurs grecs, on le sait évidemment que la folie nous guette, en fait, qu'on est tous à moitié fous, à moitié raisonnables. On le sait encore plus depuis Freud, depuis la psychanalyse, depuis un siècle, on le sait encore mieux, on essaie de définir sans arrêt ce qu'est la folie. Mais on peut tous devenir fous du jour au lendemain. Il faut qu'on fasse attention. Quelle est la place qu'occupe l'honnêteté dans un film où quand même beaucoup de personnages se mentent énormément? L'honnêteté peut se définir selon les nécessités dans lesquelles on est. Il y a par exemple, donc, ça s'appelle la pivoleuse, il y a évidemment du vol, j'allais dire, c'est pas une histoire d'honnêteté, il y a du vol juste et il y a du vol injuste. Si j'exagère, si on vole des gens beaucoup plus riches que nous, alors que nous sommes dans le besoin, c'est un vol juste. C'est un vol qui rétablit l'équilibre des richesses entre les uns et les autres, bon, qui revendique un partage des richesses. Si on vole de manière égoïste, pour soi, par cupidité, et que pour soi, je veux dire, c'est un vol crapuleux. Voilà. Donc il y a différents types de vols, il y a différents types d'honnêteté aussi intellectuelle, probablement. C'est-à-dire qu'on peut cacher des choses parce que, en se disant que ça va faire de la peine aux autres, que ça va les blesser. Voilà. C'est pas forcément juste de faire ça, mais on peut le penser. Et en tout cas, on peut le faire. Mais bon, évidemment, on peut aussi dire tout sans arrêt, sans sens, affirmer des choses, etc. En se disant tant pis si ça blesse quelqu'un. Parce que l'honnêteté peut blesser aussi. Hein. L'honnêteté, je parle intellectuelle, dire la vérité à quelqu'un, et bon, on essaie d'être juste, en fait, on essaie de ne pas blesser les autres. En parlant de justice et de vol juste et d'égoïsme, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un film engagé en quelque sorte? Je crois que tous mes films le sont depuis toujours, en fait. Voilà, je crois que l'art, c'est un engagement de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non. Donc il y a des gens qui sont, qui le disent, et ceux qui ne le disent pas sont des menteurs. Voilà. Ils font semblant d'être au-dessus des engagements. Et évidemment, ils montrent, je ne sais pas, un film ou un récit quel qu'il soit, c'est montrer des gens qui vivent ensemble, des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, etc., des noirs, des blancs, des gens d'origine différente. En fait. Donc c'est forcément affirmer des points de vue, en fait, sur tous ces gens-là. On montre ça et pas ça. On choisit, dans le réel, de montrer ça et pas ça. Donc c'est déjà, donc autant un engagement. C'est le cinéma le plus commercial qui prétend toujours qu'il n'est pas engagé. Or en fait, il est engagé. Le cinéma le plus commercial, le plus nul d'ailleurs, considère qu'il est au-dessus des partis. Il n'est pas au-dessus des partis. Il est dans le parti de la conservation, des choses telles qu'elles sont. Les gens engagés assument des possibilités et revendiquent que la réalité puisse être transformée. Voilà. Là, justement, je suis engagé parce que je suis honnête. Je dis que je suis engagé parce que je suis honnête. Dire qu'on n'est pas engagé, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous avez, dans plusieurs interviews, dit que vous avez des revendications proches du communisme ou de l'anarchisme. Pourtant, vous êtes quand même dans un milieu, le milieu du cinéma, qui est relativement capitaliste. Comment vous acceptez, en quelque sorte, cette contradiction? Je partage. Donc je partage ma richesse, je veux dire, quand j'en ai, hein, je ne l'ai pas toujours eu. Mais bon, quand j'ai du succès, je suis aussi producteur, vous le savez peut-être. Oui. Et si depuis que je fais ce métier-là, si j'ai du succès, c'est grâce à ce succès qu'on produit aussi d'autres choses plus difficiles, plus débutantes, plus bon, voilà, qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais j'allais dire, je partage aussi avec mes amis d'ailleurs qui travaillent avec moi, avec mes acteurs bien sûr, mais aussi avec mes techniciens. Avec quoi qu'il arrive, on partage les risques et on partage aussi les succès et les recettes. Voilà. On peut être partageux à tous les postes, quoi, y compris dans des postes de patron. Voilà. Vous travaillez souvent avec, pour rebondir, avec cette même troupe d'acteurs. Quand vous écrivez le film, est-ce que vous savez déjà qui va jouer qui? Un petit peu, pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je commence à écrire, je me dis, tiens, il y a quand même... j'ai cette troupe-là sous la main, quoi. C'est comme si je montais une pièce et je dis, qui va faire quoi. Je distribue. Ce qui ne veut pas dire, quand même, que j'écris pour
pour des choses que je sais qu'ils savent faire. C'est-à-dire, je suppose qu'ils peuvent tout faire, en fait. Ça peut même être excitant d'écrire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, que je n'ai jamais vu ni chez moi, ni chez d'autres, parce qu'ils travaillent tous avec d'autres metteurs en scène, bien sûr. Je ne les ai pas vus faire ce type d'exercice, ce type de personnage. Et ça peut être amusant, et pour moi et pour eux, d'ailleurs. Donc oui, je pense à eux, en tout cas, oui, de plus en plus. Le regard que vous avez sur le film, est-ce que vous avez plutôt une vue optimiste quant aux relations entre les personnes ou même au dénouement de l'histoire, ou pessimiste? Ça, vous savez, une formule magnifique, je crois, qui a été reprise souvent, qui est une formule d'Antonio Gramsci, qui était le fondateur du Parti communiste italien, qui dit qu'il faut allier au pessimisme de l'intelligence l'optimisme de la volonté. Donc quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle société, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc on est pessimiste pour ça, parce qu'on se dit, tiens, ça va toujours pas. Ou ça ne s'améliore pas, ou c'est comme il y a un siècle, en fait, etc. Bon. Mais si on décide effectivement d'agir pour quand même améliorer ça un petit peu, beaucoup, le plus possible, bon, mais il y aura quand même une intervention qui fera quand même un peu changer les choses. Donc ça, c'est la volonté de chacun de nous. Et là, par la volonté, je suis optimiste. Nous vivons une situation, par exemple, aujourd'hui, qui est catastrophique. Enfin, si on regarde l'écologie, le feu, les guerres, la géopolitique, etc., enfin, il semblerait que ce soit la fin du monde. Et non, ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'on peut tous se redresser les manches et puis et bosser pour que ce ne soit pas la fin du monde, et ça ne sera pas. Parce qu'il y aura des gens qui vont effectivement se bouger, se lever et se dresser contre les choses, contre les forces du mal, et qui vont arriver à faire quelque chose, j'en suis sûr. Donc je suis pessimiste et optimiste à la fois, hein. Toujours. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à des jeunes comme nous qui voulons et peut-être allons faire du cinéma aujourd'hui? Oui, je dis toujours qu'il faut énormément travailler. Ça semble être un conseil de vieux parents ou de vieux pères, de vieux mères ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de secret par rapport à ça. Je crois qu'il faut énormément travailler, il faut je pense une immense culture générale en fait. Et je crois que c'est pas simplement en regardant des films en fait qu'on apprend ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer il faut lire des livres, il faut aller au théâtre, il faut aller voir des expositions, il faut lire les journaux, vérifier l'état du monde tous les jours, et puis pendant tout ça, essayer de raconter quelque chose qui éventuellement va aider les gens à vivre en fait, et qui va plaire, donc qui va aider les gens à vivre. C'est complexe, il faut avoir une ambition énorme, je pense immense. On ne fait pas ce métier-là pour rigoler. C'est très important quand même de s'adresser aux autres en quantité. Donc une prise de parole publique, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur l'engagement, il y a une responsabilité extrêmement forte. On ne peut pas faire des films que pour s'amuser, mais il faut aussi s'amuser. Il faut aussi y trouver évidemment du plaisir. Parce que c'est la condition de ce plaisir-là, c'est la condition du plaisir des autres, en fait. Si on ne s'amuse pas à faire les choses, les autres ne s'amuseront jamais. Et le moyen pour qu'ils viennent voir un film, et donc entendre ce que vous avez éventuellement à leur dire, en toute responsabilité et en toute liberté, il faudra que ça leur plaise, et donc il faudra qu'ils s'amusent et que vous vous amusiez.